Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Albert HFC, donc pour les marques Flamco et Coma. Je suis Sophie Kellogagnan, en charge des formations techniques et je vous propose aujourd'hui de vous parler des réseaux dans les data centers. Ce webinaire va durer une trentaine de minutes à peu près. Vous pouvez poser des questions, des questions sur la boîte questions donc dans le menu de du webinaire et je répondrai après le webinaire comme d'habitude. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui en termes de sommaire, c'est une intro. On va reparler des blocs fonctionnels de la datation à l'ouvrage. Ensuite, je vous parlerai des typologies de data center, les grands principes. On fera un focus sur le direct to chip, un focus sur les réseaux avec l'expertise HFC pour un réseau particulier et on terminera par une conclusion. Alors, pour démarrer, je vais redémarrer par une introduction comme le mois dernier. Le mois dernier, si vous vous souvenez, on a parlé des hôpitaux. Aujourd'hui, ce sont les data centers. Et donc, ces webinaires font partie d'une trilogie, puisque celui du mois de mars va porter sur les réseaux également, mais au niveau on va parler plus du chauffage urbain. Donc, en introduction, notre logique chez Albert HFC, c'est de travailler de la source à l'émetteur, donc de la production de chaleur ou de froid jusqu'aux émetteurs. Et en fait, on a divisé cette logique en 4 blocs fonctionnels. Donc, dans ces blocs fonctionnels, on va retrouver toute la partie équipement de chaufferie avec les sous-stations, avec toute la partie pressurisation-expansion, avec tout ce qui est lié aussi à la qualité de l'eau. Donc, on va retrouver des produits qui permettent de déminéraliser l'eau, on va pas retrouver des séparateurs d'air et de boue, on va pas retrouver des produits de conditionnement l'eau avec notre gamme Sentinelle, et la partie distribution. Le deuxième bloc fonctionnel, c'est le réseau primaire, avec les tubes et les raccords. En ce qui nous concerne, c'est des tubes et raccords en multicouche et en PER. On va retrouver les interfaces. Donc, on passe du réseau primaire au réseau secondaire, donc les interfaces et l'équilibrage, avec les modules thermiques d'appartement, avec les CIC et avec toutes les vannes d'équilibrage. J'ai inclus aussi la vanne d'équilibrage du réseau de bouclage sanitaire. Le dernier bloc fonctionnel, il concerne la partie émetteur. Là aussi, on retrouve des tubes et des raccords. On va retrouver le plancher chauffant. On va retrouver la robinetterie de radiateur. Donc, ces 4 blocs fonctionnels vont pouvoir s'adapter au bâtiment. Parce qu'en fait, pour connaître les réseaux, eh bien, il faut connaître l'ouvrage. Donc, et ceci s'accompagne aussi d'un support technique qui a son importance pour la mise en place des projets, pour le calcul des équipements, pour le dimensionnement des réseaux et ensuite pour les mises en service, pour le SAV. Donc, en ce qui concerne derrière les ouvrages, donc plusieurs typologies d'ouvrages. Et si on veut connaître les réseaux, en fait, il faut connaître l'ouvrage, puisque les réseaux s'insèrent dans l'ouvrage. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des data centers. Alors, typologie des data centers. Parlons déjà des grands principes. Dans les data centers modernes, alors les réseaux d'eau sont complètement essentiels au refroidissement et à la sécurité. Donc, on parle de refroidissement des équipements informatiques. Ils doivent être conçus pour être redondants. Redondants, c'est-à-dire qu'il est impossible de considérer qu'il peut y avoir une panne, une rupture dans le refroidissement des équipements. Ça ne peut pas, il faut absolument que ces réseaux fonctionnent, soient très fiables et fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Donc, ces réseaux doivent être redondants. Ils doivent être surveillés en permanence. Ils doivent être complètement isolés des équipements informatiques qu'ils vont refroidir. Donc, les équipements informatiques, ce sont les serveurs, ce sont les cartes graphiques, le stockage, enfin bref, tout ce qui est équipement informatique. Et en fait, donc, il faut une gestion thermique qui doit être complètement efficace. C'est le pilier du fonctionnement d'un data center. Ça garantit la fiabilité des équipements, mais ça répond aussi à un certain nombre de choses telles que le contrôle des coûts, les économies opérationnelles et la durabilité environnementale. Donc, un système de refroidissement qui doit être complètement opérationnel,
très fiable, mais derrière, on contrôle bien entendu les coûts et on contrôle l'aspect environnemental. Alors, deux typologies de refroidissement que je vais vous présenter. Tout d'abord, le refroidissement à l'air, qui est largement connu, on va dire. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir sur le schéma? On a la partie serveur informatique, en fait. Donc, le principe, qu'est-ce que c'est? La boucle dans le serveur informatique, qu'est-ce que c'est? C'est de l'air ambiant, de l'air refroidi qui va venir circuler à travers les serveurs, récupérer la chaleur qui est libérée par tous les équipements informatiques et ensuite refroidi dans un échangeur de chaleur qui est donc air liquide. Donc, on va avoir des gros ventilateurs qui permettent de faire circuler l'air. Une partie de cet air peut être évacuée, une partie peut être recyclée. Donc, cet air est refroidi par une boucle liquide que vous voyez là. Donc, la boucle liquide vient récupérer la chaleur de l'air. Et cette boucle liquide va passer dans un échangeur thermique liquide-liquide. Donc, cette fois-ci, on va avoir la présence d'un Coulomb Distribution Unit, autrement dit un CDU ou un système de refroidissement, tout simplement. Et en fait, l'objectif, c'est de refroidir cette boucle d'eau qui vient prélever la chaleur, récupérer la chaleur de l'air qui circule dans les serveurs. Cette boucle d'eau transmet sa chaleur à une autre boucle qui permet de rejeter la chaleur vers l'extérieur. Donc, à ce niveau-là, on va avoir des tours aéro-réfrigérantes avec évaporation ou sans évaporation, ou une boucle d'eau réfrigérée. Donc, trois boucles, une qui concerne l'air liquide, l'autre est une boucle liquide-liquide, et la troisième, une boucle à nouveau liquide avec rejet au niveau de l'air, donc qui peut être liquide avec un échangeur thermique avec de l'air. Le principe, c'est que l'air circule dans les pièces, dans les chambres, absorbe la chaleur des serveurs et cet air chaud va être refroidi. L'avantage, au niveau des températures, on est sur des températures froides, donc entre 9 et 12 degrés, donc on a présence de circuits froids et de groupes froids. Les avantages de cette technologie, c'est que c'est une technologie qui est mature, qui est standard, l'infrastructure est globalement plus simple, la maintenance est connue, c'est compatible avec la majorité des salles informatiques qu'on veut refroidir. Il y a cependant des limites. Les limites, c'est que l'efficacité est décroissante à haute densité. En fait, on a de plus en plus de chaleur à évacuer, donc l'air est de moins en moins utiliser de l'air, c'est de moins en moins efficace. Il faut des très gros volumes d'air. On a aussi beaucoup de ventilateurs qui consomment une grosse quantité d'énergie électrique. On peut avoir aussi des points chauds. Donc, en fait, il faut faire très attention à la circulation de l'air dans les serveurs pour ne pas créer de points chauds. Et en fait, tout ça, ça fonctionne avec des densités qui sont de l'ordre de 3 à 20 kW par rack informatique. Donc, l'autre système qui maintenant est en vogue de plus en plus, c'est le refroidissement liquide. Donc, on parle beaucoup du direct to chip et des cold plates. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette fois-ci, c'est du liquide, c'est de l'eau traitée, de l'eau glycolée qui va circuler dans ce qu'on va appeler des cold plates, autrement dit des plaques froides, et récupérer directement la chaleur au niveau des serveurs. Donc, cette fois-ci, on a une boucle au niveau des serveurs qui est une boucle d'eau qui permet de récupérer la chaleur des serveurs. Cette boucle d'eau va transmettre sa chaleur, donc être refroidie par une autre boucle d'eau qui, elle, est une boucle bâtiment et qui va transférer la chaleur via un échangeur liquide-liquide. Donc, on retrouve le Coulomb Distribution Unit pour transférer la chaleur à une boucle qui va permettre de rejeter la chaleur. Donc, à nouveau, des tours aéro-réfrigérantes avec ou sans évaporation ou est une boucle d'eau réfrigérée. Donc, cette fois-ci, on fait vraiment de l'échange liquide-liquide. L'avantage, c'est qu'au niveau des températures, on est tempéré. Donc, c'est beaucoup plus intéressant énergétiquement parlant. On va être sur des températures de 25-40 degrés. Les avantages, c'est que l'efficacité thermique, elle est beaucoup plus importante. On peut travailler avec des densités plus élevées. On va pouvoir récupérer davantage de chaleur qu'avec de l'air. Donc, on réduit les ventilateurs. On a une efficacité énergétique qui est bien meilleure. Dans les data centers, on parle de PUE. Donc, en fait, c'est la quantité d'énergie
En fait, on fait un rapport entre la quantité d'énergie utilisée par le bâtiment et la quantité d'énergie qu'on récupère au niveau des serveurs informatiques. Et on peut récupérer cette chaleur pour en faire quelque chose. Les limites, c'est le coût initial qui va être plus élevé, l'intégration qui est plus complexe, il faut faire attention aux fuites et on a une maintenance qui est spécialisée. Par contre, ici, on voit que la densité idéale, elle est entre 20 et plus de 100 kW par rack. Donc, on peut récupérer beaucoup plus de chaleur. Tout ça, ça fait que ce système de direct-to-chip, qu'on appelle le D2C également, devient standard dans la mesure où l'IA se développe énormément. Donc, ça veut dire qu'on a des densités par rack informatique qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus de chaleur à extraire. On est sur du 30 à plus de 100 kW. Donc, l'air seul est inefficace. Donc, on se dirige plutôt vers cette technologie d'échange liquide-liquide, donc du direct-to-chip, qui permet une densité extrême, qui permet de réduire fortement l'énergie de refroidissement, puisqu'en fait, on capte l'énergie, on capte la chaleur à la source. On n'a pas besoin de refroidir toute la salle et on peut utiliser des températures qui sont beaucoup plus hautes que quand on utilise de l'air, donc du 25-40 degrés. Donc, c'est beaucoup plus intéressant et surtout, on va pouvoir récupérer la chaleur. Donc, on peut faire du free cooling, il n'y a pas besoin d'utiliser des chillers énergivores, on n'a pas besoin de descendre trop bas en température. Donc, on est beaucoup plus efficace énergétiquement parlant et surtout, on peut réutiliser cette chaleur, notamment pour aller chauffer des quartiers ou des villes, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, notamment d'un côté environnemental, puisque ce n'est pas de la chaleur qui est gaspillée, c'est de la chaleur qui est récupérée. Maintenant, on va faire un focus sur les réseaux. Donc, voilà le réseau type du direct-to-chip. Donc, on va retrouver sur la droite la partie des équipements informatiques avec les cold plates, donc les plaques froides, donc tous les serveurs à refroidir, les cartes informatiques, etc. Ensuite, on va retrouver le refroidisseur, le chiller, et derrière, les tours aéro-réfrigérantes. Donc, en fait, on va avoir trois boucles. La première boucle, c'est la boucle IT, c'est la boucle, le circuit primaire, c'est le circuit des racks informatiques. Donc, c'est le circuit qui circule dans les serveurs. Donc, ici, on va absorber la chaleur des composants informatiques. En termes de température, on va rentrer dans les plaques froides entre 20 et 35 degrés. On va sortir entre 30 et 45 degrés. Le débit doit être finement contrôlé. Au niveau des pressions, on est sur du 2 à 6 bars. Il ne faut pas que les pressions soient trop élevées. Et en fait, de toute façon, là, on va parler aussi de pression statique. Donc, c'est complètement en fonction de la hauteur du réseau, de la hauteur des réseaux. Ensuite, on va avoir la seconde boucle. La seconde boucle qui est une boucle, en fait, bâtiment, en quelque sorte. La boucle secondaire qu'on appelle boucle facility ou la boucle CDU. Le Cooling Distribution Unit, le Coolant Distribution Unit, pardon, autrement dit le refroidisseur. Le rôle ici, ça va être de rendre indépendants les réseaux. Donc, en fait, on sépare le réseau des équipements informatiques de la partie bâtiment. Du coup, c'est un réseau qui est dit bâtiment. Au niveau des températures, on est sur des températures complètement tempérées, entre 18 et 30 degrés. Donc, c'est intéressant. C'est une boucle qui est fermée, bien entendu. La pression et la température doivent être régulées, puisque derrière, il s'agit d'avoir la bonne température d'entrée dans les cold plates et de sortir également à la bonne température. La qualité de l'eau, on va le voir, elle est très importante. Donc, on va faire un focus dessus, on va filtrer. On a aussi toute une partie de détection de fuite qui est importante. Donc, voilà pour cette boucle bâtiment. La dernière boucle, qui est la boucle tertiaire, en fait, on va rejeter la chaleur. Donc, la chaleur, on va la rejeter vers des tours de refroidissement, avec ou sans évaporation, un réseau d'eau tempérée. Et c'est là où on va pouvoir récupérer la chaleur pour en faire autre chose, l'emmener dans un quartier, un bâtiment, pour être utilisé pour du chauffage basse température, par exemple. Trois boucles, donc, la boucle informatique, la boucle secondaire, celle du bâtiment, et la boucle tertiaire qui permet de rejeter la chaleur. Toutes ces boucles sont indépendantes. Et nous, on va s'intéresser tout particulièrement à la boucle secondaire,
puisque c'est sur cette boucle qu'on travaille en tant que fabricant et c'est sur cette boucle qu'on va pouvoir proposer un certain nombre d'équipements et d'expertises. Le point très important de toutes ces boucles, c'est la qualité de l'eau. Elle va être également très importante pour cette boucle secondaire. Elle va permettre aussi de déterminer un certain nombre d'équipements. Que dire au niveau de la qualité de l'eau? En fait, elle est critique. Elle est critique pas d'avoir de problématiques de corrosion, de dépôts divers et variés et aussi de développement bactérien. Parce que comme on l'a évoqué, on travaille entre 18 et 30 degrés. On est pile poil dans les températures qui sont top pour les bactéries et pile poil dans les températures où on a une très grosse quantité d'air dissous. Donc, ça peut poser plein de problèmes. Ça va poser plein de problèmes de corrosion si on ne traite, et d'efficacité si on ne traite pas cette partie-là. Donc, en fait, il va être obligatoire d'utiliser de l'eau déminéralisée, meilleur contrôle de la qualité de l'eau si l'eau est déminéralisée. On va filtrer cette eau. On va utiliser des inhibiteurs chimiques, notamment des anticorrosions, antidéposition, de manière à toujours avoir notamment les particules qui viennent se déposer dans les poches filtrantes, par exemple, et pour maîtriser aussi les paramètres du type pH, conductivité, puisqu'en fait, cette eau va être contrôlée très régulièrement. Et comme je l'ai évoqué, il faut que l'eau soit dégazée dans la mesure où on est à basse température. Et en fait, on va avoir une très, très importante quantité d'air dissous si on ne dégaze pas l'eau. Donc, c'est primordial. Et tout ça, ça nous permet de définir derrière les équipements qui sont majeurs pour cette boucle bâtiment dans le data center. Et c'est là où on va pouvoir développer en tant que fabricant toute notre expertise. Donc tout d'abord, on a le maintien de pression. Donc on va être sur un automate, maintien de pression à pompe. L'objectif ici, c'est de réguler finement la pression. C'est de ne pas être aveugle sur cette boucle et d'avoir des informations de pression, de niveau dans le ballon et notamment de déclenchement de l'automate au niveau de la décharge et de la pressurisation. Donc, ça permet de voir que tout est correct si ça ne se déclenche pas souvent. Donc, ça permet d'être efficace au niveau d'un point de vue du réseau, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'entrée d'air si on maintient correctement la pression. Donc, ça permet aussi d'être efficace et de réduire les coûts, typiquement de 30% des coûts d'énergie. Ensuite, on va avoir la centrale de dégazage, typiquement le Vacuumate Eco, qui permet de faire du dégazage sous vide, donc très efficace. Et là, comme on est à basse température, on va pouvoir descendre assez bas en vide, donc pour pouvoir dégazer très finement et avoir très peu d'air dissous résiduel dans l'eau. Ensuite, on va avoir d'autres équipements pour la qualité de l'eau. Le SiteFlow Clean Pro qui est là pour filtrer l'eau. On peut filtrer jusqu'à 1 micromètre, donc on va filtrer finement, aussi finement que possible. Et on va avoir le Raccoon de UWS, qui est une de nos sociétés sœurs, qui permet de déminéraliser l'eau. Donc l'eau de remplissage, l'eau d'appoint, mais aussi si besoin de refiltrer et redéminéraliser l'eau du réseau, tout simplement en passant dans une bouteille de déminéralisation avant de renvoyer l'eau dans le réseau et de conditionner l'eau, puisqu'en fait, on va notamment régler le pH de l'eau, et donc la conductivité et le pH de l'eau du réseau avec ce type d'équipement. Et ensuite, tous ces équipements, alors pas le Raccoon qui est plutôt une unité mobile qui va être utilisée pour l'appoint, le remplissage quand on en a besoin, mais les autres équipements vont être installés dans des locaux techniques. Donc tout ça, c'est préfabriqué, prêt à être raccordé. Donc en fait, l'objectif, c'est d'installer tous ces équipements dans un local technique qui va être posé et qui va être raccordé au moment où le data center peut démarrer. L'expertise est très, très importante. En fait, tout ce qui va être dimensionnement des équipements, sélection des équipements, il faut bien sûr que ce soit conforme aux normes en vigueur. Donc, en fait, on travaille sur l'implantation des équipements et donc sur le dimensionnement. Donc, c'est pour ça que vous voyez un schéma à l'écran. Ensuite, vous avez une gestion des réseaux. En fait, comme on l'a dit, tout ça, ça ne peut pas tomber en panne. Donc, il faut travailler sur la redondance. Quelle redondance on fait?
redondance et résilience, il faut prévoir les points de défaillance. C'est là où on travaille sur les défaillances possibles du système. On va doubler le cheminement hydraulique, on va avoir une alimentation électrique secourue. Et du point de vue de la redondance, en fait, on va déterminer quels sont les équipements qu'il va falloir rajouter pour ne pas que le système tombe en panne. Donc, vous voyez par exemple à l'écrit, quand on est dans un système dit N, c'est-à-dire qu'on a les équipements nécessaires et pas plus, il n'y a pas de redondance possible. Donc, si un équipement tombe en panne, un équipement, quand on parle par exemple ici de vase d'expansion automatique, on peut avoir une vessie, une rupture de vessie dans un vase par exemple. Qui dit rupture de vessie dans un vase dit que on a un vase qui ne fonctionne plus. Si on a plusieurs vases, là aussi, on va multiplier les vases en général. Donc, ça veut dire que ça ne fonctionne plus, donc il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne tombe pas en panne? Donc, du coup, la résilience, ça peut être du N+1. On rajoute un certain nombre d'équipements, mais pas tous. Ou alors, on double carrément l'ensemble des équipements. Donc, ça va être à discuter avec les personnes qui s'occupent du projet data center pour savoir qu'est-ce qu'on met en place et quelle redondance on met en place pour être sûr que ça va fonctionner tout le temps. Donc voilà pour la redondance. Et ensuite, toujours en rapport avec cette redondance, on travaille sur des schémas et des scénarios opérationnels de défaillance. Donc c'est ce que vous voyez là à l'écran, par exemple. Si notre équipement ne fonctionne plus, si un autre équipement ne fonctionne plus, on fait une cascade de défaillances opérationnelles pour savoir ce qu'on doit mettre en place et pour savoir qu'est-ce qui doit être secouru en termes d'équipement. Une fois que tout ça c'est fait, on a l'implantation, on sait ce qu'on doit mettre comme équipement, on sait comment on doit les implanter. Et derrière, bien entendu, une fois que c'est livré, c'est une mise en service et c'est un accompagnement après-vente, une assistance technique pour être sûr que tout fonctionne correctement. Donc, avec des contrats de service, par exemple. Le bénéfice de la préfabrication, puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné des équipements, qu'on a travaillé sur l'implantation, on met tout ça dans des locaux techniques qui sont préfabriqués en usine. Donc, le gros avantage, qu'est-ce que c'est? C'est la rapidité de construction. On fait de la préfabrication chez nous, en usine, donc c'est hors site. Donc, ça veut dire qu'on élimine toutes les erreurs d'installation, on maîtrise les équipements, on maîtrise leur installation, et on est rapide pour implanter tout ça dans un local technique. On va pouvoir intégrer, on va pouvoir discuter avec justement le data center de comment on intègre tout dans le bâtiment. Donc, du coup, derrière, ça facilite l'intégration. On y a pensé avant. Tout est testé en usine, donc il n'y a pas de défaillance, de problématique au moment de la mise en service. Donc, on va réduire le temps de mise en service, réduire les problèmes à l'installation. Et derrière, c'est un gain d'espace. Tout ça, c'est complètement étudié pour tenir dans une boîte. On réduit les coûts, c'est un gain d'espace. On va faire un positionnement optimal des différentes technologies. Et du coup, en fait, on fait des économies qui sont drastiques par rapport à une construction classique. Pour vous donner des exemples d'implantation, ici, par exemple, un data center de 20 MW sur Berlin. Donc, vous voyez ici le plan d'implantation des équipements, donc les équipements que je vous ai présentés dans un local technique. Donc, tout ça, c'est préfabriqué en usine. Ici, on avait un certain nombre de contraintes. On avait notamment des contraintes d'espace qui étaient très importantes. On avait un calendrier très serré. Donc, ça veut dire que la préfabrication était complètement indiquée pour la rapidité de construction. Un local technique qui était fabriqué, qui était modulaire. En fait, il était fabriqué en 2 parties pour faciliter le transport. Une ingénierie sur mesure. En fait, il y avait des problématiques de restriction d'accès. Donc, tout ça, c'était agencé de manière optimisée par rapport aux accès qu'on pouvait avoir, et notamment au toit. Tout ça, bien entendu, c'est construit en conformité avec les normes actuelles. Et la redondance qui a été utilisée, c'est du N+1. Tout ça, c'est fabriqué dans notre usine de Pologne et ça a été livré, mis en service dans les délais. Donc, voilà un peu schématiquement à quoi ça ressemble. Et ensuite, vous avez ici un autre exemple de locaux techniques. Il y en a plusieurs, il y en a 6 dans cette installation-là. Une installation de 40 MW du côté en Angleterre, donc à Londres. Donc, vous voyez aussi que ce sont des projets qui, en général, sont internationaux. Les interlocuteurs sont complètement internationaux.
Notre équipe est en Irlande. Nos interlocuteurs sont au Portugal. Notre usine de fabrication est en Pologne. Et les projets se situent en partie au Portugal, puisque souvent, on a un gros interlocuteur externe au Portugal, mais pour des projets qui sont beaucoup en Europe, donc Angleterre, Allemagne, etc. Les pays nordiques, il y en a beaucoup en Islande. Donc, vous voyez, tout ça est très international. Donc, vous voyez ici des locaux techniques. Donc, tout est préfabriqué. Et à l'intérieur, vous pouvez voir les 3 vases pour le système de pressurisation et d'expansion. J'arrive à la fin de ce webinaire. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire que le direct to ship, donc la technologie du refroidissement par des plaques froides appelées cold plate, devient un standard dans les réseaux data centers. Pourquoi? Parce que l'IA se développe énormément, donc ça veut dire qu'il y a des densités de chaleur de plus en plus importantes à extraire et l'air n'est plus adapté pour une extraction de chaleur extrême. Du côté en interne, du côté donc de Albert HFC, nous avons une équipe dédiée qui travaille sur les data centers, donc avec une expertise qui aujourd'hui est reconnue, donc qui s'occupe du dimensionnement, de la sélection, de la conformité. Ils travaillent sur toute la redondance, la prévention des points de défaillance, sur des schémas de scénarios et scénarios opérationnels, donc de défaillance technique pour éviter évidemment qu'il y ait de la défaillance. La préfabrication se fait chez nous en usine en Pologne. Et ensuite, on a bien entendu toute une partie accompagnement avec la mise en service sur site, avec une assistance après-vente. Donc voilà, donc tout ça, c'est dédié pour tous ces data centers. Si vous voulez approfondir la thématique des data centers, sachez qu'il y a 2 salons sur cette année 2026 où nous serons présents. Donc, on a un salon sur Londres les 4 et 5 mars 2026 et il y aura aussi un salon à Paris en fin d'année les 18 et 19 novembre 2026. Donc, vous pouvez nous y rencontrer. On pourra vous parler beaucoup plus longuement de data center. Et n'oubliez pas donc qu'on vous propose donc des formations en présentiel et en ligne comme en ce moment. On propose aussi des formations sur mesure. Donc, il existe un calendrier de formation en présentiel pour cette année 2026 sur Abbeville et sur Lyon. Et si vous avez besoin de formations vraiment sur mesure chez vous, n'hésitez pas à me contacter et on peut mettre en place plein de choses en fonction de vos besoins. C'est 100% gratuit. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous donc fin mars pour un webinaire qui portera donc sur tout ce qui va être skid. En fait, là aussi, c'est de la préfabrication, mais pour le chauffage urbain cette fois-ci. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt au mois de mars. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur CoExpert. Et voilà. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.